Cet hélicoptère vole vers une zone interdite. Ah, c'est sublime. C'est très, très sauvage. À bord, Christina Baron est une spécialiste du patrimoine militaire. Elle va survoler Toulon et les forts qui la défendent. Ce sont des zones qui sont extrêmement sensibles, et ça depuis le XVIIe siècle, qui sont sensibles puisqu'on approche du grand arsenal de la Méditerranée française. Protégé par la barrière rocheuse du Mont Faron, voici le port de Toulon, l'un des sites les plus sécurisés de France. On ne peut pas survoler la rade de Toulon comme ça, parce que c'est une zone occupée par la défense, occupée par la marine, avec des bâtiments militaires. Et si on a la chance déjà de l'approcher, c'est déjà assez exceptionnel. Cette rade fascine les marins depuis l'Antiquité. En fait, cette rade, elle est assez unique, en tout cas sur le littoral méditerranéen, et c'est pour ça qu'un jour, les rois de France ont décidé de faire de cette rade leur port de guerre principal. Elle est totalement blottie, protégée par tout ce qui l'entoure, avec le Mont Faron. Et puis, côté sud, la presqu'île de Saint-Mandrier qui s'avance et qui masque la rade, qui la protège de la vue. Enfin, dernier atout quand même, et pas des moindres, cette rade est suffisamment profonde pour y accueillir des vaisseaux de haut bord. Au fil des siècles, on bâtit des fortifications pour empêcher toute incursion dans cette rade. 70 ouvrages s'égrènent le long du littoral. Beaucoup sont toujours en fonction aujourd'hui. À l'ouest de la ville, l'hélicoptère entre dans une faille spectaculaire de 4 km de long. Les gorges d'Olioul ont longtemps été la seule route entre Marseille et Toulon. Être au cœur comme ça des gorges, mon Dieu, c'est absolument magnifique. On a finalement des millions d'années comme ça d'érosion qui s'offrent à nos yeux. Et puis on voit ce trajet extrêmement sinueux et ces rochers qui émergent. Ces gorges étaient assez dangereuses jusqu'au 19e siècle, parce que c'était le repère des brigands. Évidemment, on comprend en regardant les gorges qu'on pouvait se cacher dans tous ces coins-là. Pour surveiller cette route, un ouvrage est construit au 19e siècle, à 400 mètres d'altitude. C'est le fort de Pibaudon, qui est un fort enterré et qui se fond dans le paysage. Le fort, on le distingue à peine, sauf quand on arrive évidemment dessus. À l'époque où les portées des canons étaient assez faibles, on avait besoin d'avoir un réseau, comme ça, un maillage assez serré pour défendre le port de guerre principal sur la Méditerranée. Ce fort a pris le relais d'une autre citadelle du XIIe siècle. Dominant les gorges, le château d'Évenos offre une vue panoramique depuis Toulon jusqu'à La Ciotat. Donc l'île Charlie, pour info, on prend un cap sud, on va rejoindre la mer pour aller vers le cap Sissier. Un peu plus loin, un autre belvédère stratégique apparaît. Avec la brume derrière, ouais, c'est totalement magique. Le cap Sissier est une vigie sur la Méditerranée depuis des siècles. À partir du Moyen-Âge, on y installe des tours de guet pour protéger et avertir le port de Toulon qu'une escadre arrive.
Aujourd'hui, ces tours ont disparu et à la place, on y a construit une chapelle qui est la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. C'est un lieu assez difficile d'accès et qui tombe vraiment directement sur la mer. C'est magnifique. Il n'y a rien, c'est vraiment vierge. C'est l'armée qui a permis cette préservation dans la mesure où elle s'est implantée, où elle a implanté des forts pour défendre des accès et puis des lieux dans lesquels on ne pouvait pas construire. Donc grâce à ça, finalement, on a une nature relativement bien protégée et très très sauvage. L'hélicoptère met maintenant le cap sur Hyères. On peut y admirer un phénomène géologique très rare, source de nombreuses richesses. Alors là, c'est absolument exceptionnel dans le monde, puisqu'on a un double tombolo, qui est une sorte de cordon naturel fait de sédiments qui va relier le continent à la presqu'île de Gien. Et il va donc enserrer de l'eau saumâtre dans lequel on va pouvoir finalement récolter du sel et puis avoir un pesquet qui est une réserve de poissons, un pesquet naturel pour la population. Ah, c'est magnifique. Hein. On voit cette couleur qui se détache, des eaux turquoises, mais de toute beauté, quoi. Ces anciens salins offrent un espace protégé pour une centaine d'espèces d'oiseaux. Christina se dirige maintenant vers une autre forteresse, une résidence célèbre de la République. On approche du fort de Brégançon, dont l'emplacement est occupé dès le Moyen-Âge par un château féodal. Et un château féodal qui finalement va, au fur et à mesure des siècles, se fortifier et qui va défendre l'entrée de la Grande Rade un peu plus loin. Le fort de Brégançon est resté longtemps infranchissable. Jusqu'en 1968, ce petit îlot n'était pas relié au continent. C'est le général de Gaulle qui transforme cette ancienne forteresse militaire en résidence d'été. L'emplacement est absolument unique. C'est vraiment un paradis, quoi. On comprend pourquoi finalement les chefs d'État viennent ici l'été. Le vol se termine au large de Hyères, à 11 km du littoral. On les appelle les îles d'or depuis la Renaissance. Les îles de Porquerolles et de Porquerolles restent des sanctuaires préservés de la Méditerranée. Si on les appelle les îles d'or, c'est pas un hasard. Ces îles qui sont magnifiquement découpées, qui finalement ont des anses pour protéger les bateaux et qui vont être investies par la marine. On comprend pourquoi, puisqu'elles sont assez proches de la côte. Et c'est un des passages obligés pour se rendre à la Grande Rade de Toulon et au port de Toulon. Au XVIIe siècle, ces îles avaient une fonction purement militaire. 18 forts et batteries témoignent de ce passé tumultueux.
le point de vue est absolument exceptionnel quand on y est, quoi. On a quasiment une vue à 360 degrés de la Passe, de l'île, jusqu'à Toulon, quoi. C'est les richesses de la France, c'est pas que le patrimoine bâti, c'est aussi les richesses naturelles que l'histoire nous a laissées. Retour à Toulon, au pied du Mont Faron. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Allez, on est parti. Slimane Ben Green est le cabinier en chef du téléphérique de Toulon. Et voilà, part au décollage. On part, on est à 110 mètres d'altitude et on va arriver au sommet du Mont Faron à 490 mètres d'altitude. La ligne, elle fait 1425 mètres de long et on monte à 6 mètres secondes, ce qui nous fait un trajet de 6 minutes. Et le plaisir tous les matins quand on arrive au travail, c'est de voir ça, la plus belle rade d'Europe. Moi, je viens de la Clusaz, en Haute-Savoie. Pour moi, c'est un gros changement parce que j'ai pas la neige, j'ai pas du dégivrage de câbles. Je pars de la mer pour arriver à la montagne et c'est génial. C'est une institution, c'est une vitrine de la ville de Toulon, le téléphérique. C'est un peu notre tour Eiffel. C'est l'un des plus anciens téléphériques de France. En 1959, un particulier fait construire cette ligne aéroportée originale. Elle permet aux habitants du Mont Faron de rejoindre Toulon. Aujourd'hui propriété de la métropole, cette attraction phare attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. Six minutes, c'est un petit moment de vie, on va dire. C'est un petit moment sympa. On rencontre des gens, on discute, on rigole, on fait connaissance. Salut! Ah, les enfants, ils adorent le téléphérique. Pour eux, c'est un moment qui est magique. Et les adultes, ils peuvent admirer la vue sans être concentrés sur la conduite de la voiture ou autre chose. Tout le monde profite à 100% de ces 6 minutes de trajet. Entre mer et montagne, en France, on est les seuls. Après, on en trouvera notamment Rio de Janeiro qui fait la même chose que nous. Mais en France, on est tout seul et c'est une chance. Avec son port et son centre historique au bord de l'eau, la ville de Toulon est aujourd'hui en pleine renaissance. Allez, messieurs, dames, on a de l'aïoli frais, fait maison, c'est du bon. Il est 10 h du matin. Le marché du cours Lafayette bat son plein. Bonjour. Pour les amoureux du marché, ce stand gourmand est un incontournable. Plus tradition locale que ça, on peut pas. Hein. Donc ça s'appelle la cade. C'est fait à base de la farine de pois chiche. Et on la mange direct, comme une petite crêpe. Et c'est très bon. Jean-Pierre Blanc est le directeur de la Villa Noailles, un des hauts lieux culturels de la région. C'est aussi un authentique amoureux de Toulon. C'est le cœur de la ville, hein. Tous les matins, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il y a toujours beaucoup de monde sur ce marché. Il y a beaucoup de revendeurs. C'est vraiment coloré, beau. On a les fruits de saison, un mélange d'ambiance très méditerranéenne. Plus loin, Jean-Pierre arrive dans le centre historique. Ces rues typiquement provençales sont peu à peu réhabilitées. En fait, on est dans la rue qui symbolise un peu le renouveau de Toulon, la rue des Arts. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont installés dans cette rue, il y a beaucoup de nouveaux commerces. C'était l'ancienne rue où il y avait beaucoup de bars de nuit pour les marins et tout ça. Ça fait vraiment partie de l'histoire de Toulon. Ça s'appelait la rue du Canon.
Aujourd'hui, c'est très fréquenté, il y a de très jolies choses. Et du coup, ça met en valeur et l'architecture de la ville traditionnelle, 18e, avec des très belles façades. Et puis tout de suite, toujours des perspectives, ou à droite ou à gauche, qui sont vraiment très très belles. Pour mieux apprécier le patrimoine de Toulon, Jean-Pierre nous offre un point de vue très privilégié. J'adore cette terrasse de l'Opéra parce qu'on a une vue sur la ville qui est vraiment particulière. On a devant nous la ville 17e, 18e, 19e. Elle a vraiment gardé son histoire et la beauté originelle de sa construction au fil des siècles. C'est une ville très très facile à vivre. Tout est accessible à pied ou quasiment. Dans ces ruelles qui peuvent paraître comme ça des dédales sans fin, on est vraiment dans une ville ancrée dans la Méditerranée, avec ses racines, son histoire. Et c'est ça qui fait la beauté de cette ville ancienne, vraiment parfaite. Passionné d'architecture, Jean-Pierre s'intéresse aujourd'hui à un lieu historique en attente d'une nouvelle vie. Les anciennes halles Raspail ont été fermées en 2002. C'est un vrai bâtiment fort de l'histoire de Toulon, puisque c'était ici que se déroulait la vie du matin aussi, avant sa fermeture. On qualifie cette façade de typique du mouvement Art déco, par ses formes, par les aménagements qui sont apposés dessus. Il y a des décors, comme la ferronnerie de la grille d'entrée, la typographie de ce qui est écrit sur le fronton halle municipale. Donc moi j'aime beaucoup les typos qui sont utilisés. Le fait que les lettres soient en 3 dimensions comme ça, apposées sur le fronton. Voilà, l'ensemble est assez juste. Jean-Pierre nous ouvre les portes de cet ancien marché, sauvé de la destruction par des associations. Ce que j'aime, c'est le béton armé. On voit bien ici que les architectes ont joué avec cette nouvelle manière de construire et l'ont utilisé pour ces arcs qui soutiennent le plafond. Donc voilà, pour moi, c'est un bijou de l'architecture des années 20. Je pense que ce bâtiment n'attend qu'une deuxième vie et je pense que c'est ce bâtiment qui peut aussi redonner vie au quartier. En fait, Toulon, c'est un peu la ville de Méditerranée à découvrir. Après peut-être des périodes d'oubli ou de sommeil, Toulon reprend son rang, Toulon se réveille, il y a des initiatives partout et du coup, ça donne envie d'y venir, de faire des projets. C'est ça qui est excitant. Pour faire redécouvrir la ville, Jean-Pierre Blanc organise un des événements les plus courus de la région. Derrière ce portail, il a déniché un ancien évêché du XVIIIe siècle qu'il est en train d'aménager. Dans quelques jours, il sera le théâtre d'un festival d'architecture d'intérieur. Dans la cour, Jean-Pierre découvre en avant-première un des décors spectaculaires qui sera révélé au public. C'est une pièce complètement incroyable qui rappelle l'histoire du lieu, les savoir-faire français. Et j'aime bien qu'elle soit connectée comme ça à l'esprit de l'évêché. Ça fait partie des savoir-faire du luxe français. Comme la haute couture, c'est de la haute précision. Et c'est merveilleux de pouvoir offrir au public des pièces comme ça qu'ils ne verraient jamais si le festival n'existait pas. Ah ben voilà. C'est comme un spectacle. C'est l'aboutissement de 6 mois de boulot, donc on est impatient que le public le voit du coup. À l'étage, un autre objet d'exception vient d'arriver. Il a été commandé par Pierre Jovanovic, un architecte d'intérieur renommé. Regarde. Il découvre ce chef-d'œuvre réalisé par Le Sage, l'un des plus grands brodeurs du monde. C'est toujours émouvant de voir que l'homme est capable de autant de merveilles. Parce qu'il y a toutes ces matières, le métal, la soie, le coton, la corde. Là, on est chez le brodeur qui travaille dans la tradition la plus pure de la broderie,
avec des réinterprétations de broderie 18e, jusqu'à réinventer justement la broderie d'une manière assez contemporaine. C'est l'évolution en fait de ces métiers d'art qui est incroyable. Un peu plus bas? J'adore. Ouais, parfait. Trop beau. Dans quelques jours, l'évêché dévoilera toutes ses créations au public. Mais le travail de Jean-Pierre n'est pas fini. Depuis plusieurs années, il sillonne la région pour recenser les savoir-faire remarquables et les faire connaître. Ces ateliers se trouvent dans l'arrière-pays varois. En fait, je trouve qu'un des grands intérêts du Var, c'est que dès qu'on prend les petits chemins, les petites routes, on est tout de suite dépaysé. On arrive dans une atmosphère tout de suite de campagne avec des fleurs sauvages absolument partout. Et ça, c'est rare. On est quand même à 15 minutes des plus belles plages du monde. Jean-Pierre prend la route de Saint-Tropez. Un itinéraire sinueux qui longe le massif des Maures. Cette route, je la faisais quasiment tous les dimanches quand j'étais petit, avec mes grands-parents. C'est une route que je connais presque par cœur, où j'ai des émotions quasiment à chaque virage ici. Enfin, ça fait longtemps que je ne suis pas passé, mais je me rends compte en y revenant que c'est comme si c'était hier, quoi. Et c'est drôle parce que mon pépé, il avait une estafette, on faisait partie des familles d'immigrés italiens. Et du coup, c'était super drôle dans l'estafette comme ça, jusqu'à Sainte-Maxime. Là, on vient de franchir le col du Grattelot. Et du coup, on va descendre dans la forêt domaniale des Maures, qui est une forêt absolument magnifique. Tu non mi guardi, io non resisto, sogno solo i tuoi occhi blu. Se non ti guardo dentro impazzisco, ogni giorno sempre più. Mi basterebbe solo uno sguardo. Le massif des Maures est la plus vaste forêt du Var. Elle s'étend de Hyères à Fréjus. Dans cet immense territoire, des artisans ont conservé des savoir-faire uniques au monde que Jean-Pierre veut mettre en valeur. Pour un architecte d'intérieur, les savoir-faire, c'est un peu, on pourrait dire, une partie de son fonds de commerce. Il va avoir besoin de quelqu'un qui fait des stucs, de quelqu'un qui fait des tapis, de quelqu'un qui fait de la peinture. Il y a quand même peu de gens qui font ces métiers-là. Donc on est souvent sur des gens d'exception, mais aussi sur un nombre de savoir-faire très réduit. C'est pour ça qu'ils sont rares et qu'on les cherche souvent et qu'on les listes et les cartographies peuvent aider les artistes à mieux travailler. Chercher des artistes, des savoir-faire et les mettre en contact et en commun, c'est ça ma passion. Si je pouvais ne faire plus que ça, j'adorerais. En plein cœur du golfe de Saint-Tropez, voici la petite ville de Cogolin. Elle abrite un fleuron des arts décoratifs. Une manufacture où l'on fabrique des tapis de grand luxe depuis 1924. Bonjour. Jean-Pierre a rendez-vous avec Sarah Henry, une Américaine qui dirige l'entreprise depuis 2014. Bon, voilà l'atelier. C'est toujours magique. Hein. Ouais. Ici, les tisseuses confectionnent des tapis sur des machines d'un autre temps qui réclament une infinie patience. Le mécanique jacquard et les métiers, ça date du 19e siècle. Donc, vraiment dans l'artisanat d'art, mais vraiment ancien. Donc, on n'a pas changé notre façon de fabriquer les tapis, juste pour que ce soit plus facile. Ou... Oui. Pour moi, c'est un vrai monument historique. Sarah disait qu'il n'y avait pas d'autre endroit dans le monde comme celui-là. Et c'est inouï quand même. On est un tout petit village du Var. On a un festival de design et un festival d'architecture d'intérieur. Et on a une des plus belles fabriques de manufacture de tapis au monde juste à côté. C'est une chance inouïe. Chaque pièce est une œuvre unique. Pour la comprendre, il faut suivre le fil dans un incroyable agencement de bobines.
Un œil expert peut même distinguer la pâte de chaque tisseuse. Corinne Rosel est entrée à l'atelier à l'âge de 16 ans. Alors là, vous avez le poil de laine qui se dresse, ça va être le dessin du tapis. Donc là, on passe une canne qui va tenir le dessin pour faire du velours. Voilà, là vous avez le carreau qui se forme. Et pour faire le velours, on prend un couteau de cuisine qui est bien aiguisé et on coupe. On fait du velours. Voilà, on retire les cannes. Et voilà, le tissage c'est fait. On laisse boucler quand il faut laisser boucler. Ça dépend ce qu'on demande, ça dépend le dessin. Voilà. Ce travail de haute précision nécessite des années d'expérience. C'est avec le temps qu'on arrive à étendre. On sent si la chaîne est bonne, si le battant vient bien taper tout le long du tapis régulièrement. Tout ça, c'est à l'oreille et au sens des bras, des mains, au toucher. Et quand on sait que ça part dans des maisons de prestige, dans des beaux endroits, c'est quand même joli à voir. On est quand même fiers de l'avoir fait et de le voir sur place. Des fois, c'est arrivé. Voilà. Dès les années 30, ces savoir-faire exceptionnels ont servi les plus grands artistes. Voilà la caverne d'Ali Baba. Génial. En arrivant dans l'entreprise, Sarah a découvert un trésor. Un peu tout l'historique. Les archives des commandes les plus prestigieuses. Des savonneries typiques. On avait fait, par exemple, beaucoup de tapis pour les paquebots. Ah oui, c'est vrai. De Normandie à la France. Ouais. Donc là, ce sont des maquettes pour ces tapis. C'est beau, ça. Et c'est pour quel paquebot, par exemple, celui-là? Tu sais ça, c'est probablement la Normandie. D'accord. Moi, je trouve que c'est la force aussi des arts décoratifs de produire des belles pièces comme celle-là. Non, là, c'est pas indiqué, il y a juste la référence. Ouais, donc ça, par exemple, ça, c'est une maquette d'origine. Ces dessins et ces gravures inspirent aujourd'hui encore les décorateurs et les architectes contemporains. Petit dessin. On est assez connus pour nos archives. On a travaillé avec Jean Cocteau, avec Corbusier, beaucoup avec la famille Picasso, pour les Rockefeller. Donc il y a des choses assez variées et complètement improbables. Moi, je trouve que ce sont des trésors. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire des arts décoratifs, c'est l'histoire du Var, c'est l'histoire de notre pays, tout ce qui est enfermé dans ce classeur. Jean-Pierre poursuit sa quête des savoir-faire d'exception vers le nord de la région. Dans tous les villages que l'on a traversés dans le Var, il y a tout le temps des architectures intéressantes. On peut remarquer ici qu'il y a au rez-de-chaussée de toutes les maisons des anciens garages, des remises qui rythment les rues. C'était l'endroit évidemment où on rangeait les machines agricoles à une époque plus ancienne. Il y a des couleurs aussi typiques de la Provence, les couleurs grises, l'ocre, qui sont vraiment les couleurs originelles de ce centre Var. Sur ce territoire, un autre village a marqué l'histoire des arts décoratifs qui plaisent tant à Jean-Pierre. Salerne est la capitale de la tomate provençale. Donc nous voilà au pays de la terre cuite de Salerne. C'est un des hauts lieux du département du Var pour ce savoir-faire très particulier. Il y a une terre très particulière aussi qui a fait ce qu'on appelle en Provence les malons. Les malons sont les carreaux de Salerne, les tomettes. Et c'est ici qu'ils sont fabriqués depuis des siècles. Et dans le festival qui arrive, il y aura évidemment des terres cuites de Salerne. À 30 km de Salerne, nous allons maintenant découvrir un magnifique témoignage de ces décors en terre cuite. Jean-Pierre a rendez-vous au château de Fabrègues, chez Pierre Jovanovic. On est sur la route privée de Fabrègues. C'est la première fois que je l'emprunte. Voilà, pour les coups, c'est dépaysement total. J'ai beaucoup entendu dire que ce château ressemblait à ce qu'on pouvait imaginer du paradis, donc on va le découvrir dans quelques instants. En tous les cas, la route qui y mène peut faire penser à une route qui conduit au paradis, effectivement.
Le château de Fabrègues était en ruine lorsque Pierre Jovanović l'a acheté en 2009. L'architecte a eu un véritable coup de foudre pour cette bâtisse du XVIIe siècle, notamment pour ses tourelles en terre cuite de Salerne. Les tuiles vernissées de la maison, je trouve que c'est un côté extrêmement fantaisiste. Je ne sais pas ce qui leur a pris au fin du 19e de remplacer les tuiles romaines par ces tuiles vernissées de Salerne qui représentent les 4 saisons. Donc, et c'est vraiment les couleurs, le printemps tout éclos c'est jaune, là l'été c'est vert, l'automne c'est rouge et l'hiver c'est représente un toit où il pleut dessus, ce sont des gouttes. Et je trouve vraiment amusant ce genre de... C'est comme une folie. On avait les plans des tuiles de l'époque et qui nous ont énormément aidés à reconstituer ces toitures qui fuyaient, donc on ne pouvait plus les garder en fait. Et les couleurs avaient également passé, donc on a refait une restauration à l'identique. L'intérieur aussi a été restauré de fond en comble. Il a fallu 5 années de travaux pour faire de cette ruine un château moderne. L'entrée du château, c'est la pièce maîtresse de la maison. Généralement, je travaille dans un univers beaucoup plus contemporain. Là, c'est une maison historique, donc je voulais vraiment respecter ce côté historique, mais sans en faire une reconstitution. Alors là, par exemple, ce plafond, il est 19e. Je l'ai juste restauré parce qu'il était extrêmement abîmé, parce qu'il y avait des fuites d'eau. J'ai travaillé avec des peintres pour refaire les couleurs absolument d'origine, pour faire un décor assez simple. Oui, très Et bon. ça, c'est un bus qui est des années 40, finlandais, donc qui n'a rien à voir avec la Provence. Mais ça marchait tellement bien que je trouvais que voilà, c'est aussi la richesse d'une maison, c'est l'éclectisme, c'est des pièces contemporaines, des pièces anciennes. Oui, mais c'est ça le métier magique du décorateur ou de l'architecte d'intérieur. Bon, alors Jean-Pierre, on monte au premier étage. Pour cette restauration ambitieuse, Pierre s'est appuyé sur les artisans de la région. Il y a le salon, alors là que j'ai extrêmement restauré, parce qu'il était très abîmé. Ouais, magnifique. Oh, tellement beau. Et ça, c'est d'origine, Pierre? Non. J'ai fait travailler un gypsier. Alors voilà, la gypserie et le gypsier, c'est quand même des métiers qui, hélas, aujourd'hui se perdent. Ce sont des gens qui dessinent au crayon et ensuite ils taillent. Voilà. Et je trouvais ça vraiment sympathique de faire juste cette reconstitution. Voilà. Voilà, alors ça c'est une pièce qui est à côté de ma chambre. Les fenêtres, c'est juste une merveille. C'est un domaine agricole 17e qui est resté dans l'état d'origine du 17e et qui n'a pas été abîmé. Il y a encore des champs, il y a encore la forêt et c'est ça qui m'a plu. Trois jours plus tard, à Toulon, c'est enfin l'ouverture du festival. Le public se presse aux portes de l'ancien évêché. Et pour certains, c'est une surprise. Je n'imaginais pas du tout qu'il y avait un endroit comme ça ici. Pourtant, je viens souvent faire le marché, mais c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait un patio, etc. Donc, totale découverte. À l'étage, l'exposition de Pierre Jovanović suscite beaucoup de curiosité. Pour Jean-Pierre, l'objectif est largement atteint. L'ancien évêché va pouvoir revivre le temps d'un été. Moi, ce travail, je le fais pour le public. Et quand il y a du public et que les gens sont ravis, heureux, voilà, la boucle est bouclée et le job est fait. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Et c'est important que les Toulonnais, les gens de la métropole, tout ça, se réapproprient leur patrimoine. Moi, j'aime bien les vieilles pierres en général, qu'elles soient très anciennes ou plus contemporaines, ça me plaît, et ça me plaît de le partager aussi. Et voilà, c'est cet ensemble de choses, moi, qui m'intéresse et qui me passionne et que j'ai envie de promouvoir et de défendre.
mer. Je suis née à Toulon et je trouve que c'est tellement formidable d'avoir ce genre d'événement pour valoriser une ville et en plus avec le potentiel qu'a cette ville, qu'on est ravis. Et je pense que Toulon n'a pas fini de nous faire découvrir tous ces trésors. Quand on parle du Var, on pense à la mer, automatiquement. Et on oublie complètement cette partie du Haut-Var qui est très nature. On s'aperçoit de l'immensité des paysages, de l'omniprésence des collines. Ah, j'adore. Nous quittons le littoral pour une traversée de l'arrière-pays varois. À bord de l'appareil, Aurélie Robles, spécialiste du patrimoine de la région. Ah, on est très loin de la Côte d'Azur, on est dans un Var rural, dans un Var protégé. On parle vraiment de Provence verte ici. Aurélie nous propose un itinéraire à la découverte de la Provence verte. Il part du massif de la Sainte-Baume, au sud, pour remonter vers le nord, où Aurélie va survoler les plus beaux châteaux du département. Au XVIIe siècle, ce territoire est le lieu de résidence privilégié des comtes de Provence. Alors voilà la Sainte-Baume. On va s'en rapprocher un peu. Donc là, on longe la Sainte-Baume. On voit cette crête calcaire juste ici. C'est magnifique. C'est la montagne la plus haute de Basse-Provence. La plus longue puisqu'elle fait 12 km de long. La Sainte-Baume est un haut lieu de la tradition chrétienne. Cette forêt de 130 hectares est sacrée depuis la nuit des temps. Regarde ça, c'est sublime de par ici. Vous voyez le monastère des Dominicains, qui est l'ordre qui protège la grotte et les reliques de Marie-Madeleine. On dit que Marie-Madeleine aurait vécu dans cette grotte, après avoir évangélisé la Provence. On est vraiment juste au-dessus de la grotte. Et vu d'ici, c'est extraordinaire. Comme on voit vraiment le monastère qui est complètement confondu avec la roche. Depuis le XIIIe siècle, tous les rois de France et de Provence viennent ici en pèlerinage. L'avion d'Aurélie se dirige maintenant vers Cotignac. Un autre lieu de pèlerinage historique qui présente une curiosité géologique étonnante. J'aime beaucoup le village de Cotignac qui est, vous voyez, il est construit au pied d'une falaise qu'on appelle le Rocher, une falaise de tuffle. À l'origine, une rivière franchissait cette falaise en cascade. Mais à la fin du Moyen Âge, les hommes ont transformé ce paysage. La rivière a été canalisée, déviée, ce qui a permis de développer le village contre la falaise. On va avoir des constructions troglodytes, puisque les maisons vont venir s'insérer dans la falaise. Et ces maisons, on en voit encore les façades aujourd'hui. Cotignac est un lieu de pèlerinage à Notre-Dame-de-Grâce, que vous voyez juste en dessous ici dans la forêt. Une très jolie chapelle du XVIIe siècle. Et la légende raconte que c'est grâce aux prières faites à Notre-Dame-de-Grâce que naîtra le futur Louis XIV. Après Cotignac, l'avion arrive en vue des Bessillons. Ces deux montagnes qui dominent la vallée sont les emblèmes de la région.
repère visuel très important avec le grand Bessillon sur la droite qui forme une pointe et le petit Bessillon sur la gauche qui est particulier puisqu'il a ce double sommet. En voyant la forme du petit Bessillon, on pourrait presque croire que c'est un volcan. Mais pas du tout, ce sont des collines. Face à nous, on a les premières crêtes des Alpes et le début des gorges du Verdon. On est vraiment ici entre mer et Verdon. Au Moyen-Âge, cette route du Verdon était sous le contrôle de plusieurs forteresses. De nombreux villages, de nombreux castrobes vont s'installer le long de cette voie de communication, parmi lesquels le village de Saint-Martin de Palières. C'est ce qu'on voit, c'est le village qu'on voit face à nous, en contrebas ici, avec cet énorme château. Et on voit bien comment le village est agrippé à la colline en dessous du château. C'est magnifique. Et la particularité de ces châteaux, qui étaient de grandes forteresses médiévales, ils ont été transformés au XVIIe et XVIIIe siècle par de riches parlementaires aixois, pour la plupart, pour en faire de grandes bastilles, de grands châteaux de villégiature. Ça a été le cas à Saint-Martin. À partir du XVIIe siècle, les notables d'Aix-en-Provence succèdent aux anciennes lignées féodales. Cette nouvelle aristocratie provençale exprime sa puissance à travers des bâtisses spectaculaires. C'est le cas du château d'Entrecasteaux, édifié au XVIe siècle sur les ruines d'une forteresse médiévale. Alors, ce qui est extraordinaire avec le château d'Entrecasteaux, c'est sa forme. Une silhouette très élancée. Il est tout en hauteur, ce château d'Entrecasteaux. 20 mètres de haut et 3,50 mètres de large sur sa partie la moins large. Et il est immense, avec un très grand nombre de pièces. On compte 110 fenêtres dans ce château. Le trésor du château, c'est son superbe jardin à la française, attribué à Le Nôtre. Il appartient aujourd'hui à la commune et profite à tous les habitants. « 8 heures, le lendemain matin. Nous retrouvons Aurélie pour une nouvelle découverte de l'arrière-pays varois. C'est un petit peu brumeux ce matin, ça prouve bien qu'on est dans une Provence humide, une Provence bien verte. C'est en train de se lever, regardez la brume, là monte le long de la falaise. Aurélie roule le long de l'Argence, un petit fleuve côtier qui traverse la région. Ici, il a creusé ses gorges spectaculaires. Donc là, on est au Vallon-Sourne. C'est un endroit où l'Argence coule entre des falaises calcaires. C'est un endroit que j'adore. Avec l'Argence qui coule juste à notre droite ici en bas, avec toutes ces espèces d'arbres et avec tous ces verts qu'on a en ce moment avec le printemps. Regardez comme c'est beau. Premier cours d'eau du Var, l'Argence serpente au milieu d'une vallée agricole historique. Le fleuve prend sa source tout près de la Sainte-Baume et après avoir parcouru 115 km, se jette dans la Méditerranée, à Fréjus. L'Argence irrigue les terres les plus riches du Var. C'est sous le ciel bleu qu'on arrive à Châteauvert. On va passer le pont qui enjambe l'Argence. Dès le Moyen-Âge, c'était un péage qui appartenait au seigneur des lieux, qui avait son château donc en surplomb
de l'Argence. C'est vraiment la colonne vertébrale du Var. Une grande partie de ce fleuve est bordée de petits villages qui, de tout temps, ont aménagé les bords du fleuve pour l'irrigation, pour la vie quotidienne et pour l'agriculture. Ce matin, Aurélie va à la rencontre d'habitants qui s'engagent pour le développement durable de la vallée. Donc là, on va sur une exploitation agricole hors du commun. On va voir Bertrand. Et ce paysan boulanger fait toute la chaîne, il cultive son blé, il fait sa farine et il fait son pain. Et tout ça, bien sûr, en culture biologique depuis une vingtaine d'années maintenant. Quand on arrive, on a vraiment l'impression qu'il est seul au milieu de ses champs. Il est un peu au bout du monde. Bonjour Bertrand. Bonjour Aurélie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, des gros pains de 2 kilos. Bertrand Allais se passionne pour les anciennes variétés de blé. Ça, c'est du Khorasan, appelé blé des pharaons, et Kamut également. C'est un blé dur, en fait. Et qu'en plus, mes 2 grands-pères qui étaient paysans ont cultivé. Alors du coup, ça m'a plu. Ça. Voilà. Et cette variété, elle est vraiment très adaptée au terroir. Elle pousse rapidement, elle mûrit rapidement et elle est extrêmement goûteuse. Voilà. Hop là. C'est toujours des céréales un peu particulières. Oui, c'est exact. Originales. Oui. C'est le terroir qui m'amène à cultiver ces céréales. Sur son exploitation de 70 hectares, Bertrand réintroduit des blés anciens. Il a été le premier dans la vallée à convertir ses terres en bio. La terre, je la connais par cœur. Je l'ai faite à pied de nombreuses fois et je connais bien la réaction de telle partie de champ. Parce qu'ici, il y a beaucoup de différences. Un endroit très, très argileux au fond, un peu plus limoneux, et puis très argileux à nouveau. Enfin, voilà, on apprend à connaître la terre. On s'aperçoit qu'au niveau aromatique, quand on compare avec des blés d'autres régions, c'est pas la même chose. Il y a des arômes de miel, il y a une douceur que l'on ne retrouve pas pour les variétés identiques cultivées ailleurs. Et en plus, à cette saison, c'est magnifique parce que ça démarre et c'est superbe. Moi qui suis un fan d'art contemporain, là, j'ai de quoi faire. Là. Ouais. Dolly, viens! Cultiver des céréales rares ne suffisait pas à Bertrand. Il a aussi relancé la culture d'une légumineuse qui avait presque disparu des champs de Provence. Voilà les pois chiches de l'année dernière. Ils sont tout petits. Oui. C'est la variété Twist, c'est la variété standard du département. J'adore le pois chiche. C'est très, très bon, c'est délicieux, c'est plein d'avenir. Hein, et c'est la nourriture de base de tout le bassin méditerranéen. Il y avait beaucoup de cultures de pois chiches, c'était un peu la culture du pauvre, c'est qui nécessitait très peu d'eau, qu'on cultivait beaucoup dans les restanques, hein, dans les collines. Et les familles cultivaient les pois chiches, c'était un apport en protéines supplémentaires. Et petit à petit, les Provençaux l'ont de moins en moins cultivé. Avec ses pois chiches, Bertrand produit une farine qui fait partie de ses meilleures ventes. Elle est notamment utilisée dans de nombreuses spécialités régionales. Retour au fournil. Bertrand y retrouve Vincent pour la cuisson du pain. Toute l'année, Bertrand met son four à la disposition de jeunes paysans boulangers qui veulent s'installer en bio dans la vallée. Le jour où on est arrivé là, on a rencontré Bertrand, on est venu le voir, il faisait le pain. Et dès ce jour-là, il nous a dit si vous voulez vous installer, il y a de la place, moi je fournis pas tout le monde,
On est loin de se marcher sur les pieds, donc c'est bon. C'est le plus grand des bonheurs de transmettre. Et surtout, socialement, on dit toujours le bio amène du travail, mais là, on le voit concrètement. Il passe un monde fou, il y a beaucoup de monde qui travaille, et ce sont des personnes qui habitent localement. Et par rapport à ce que j'ai connu auparavant, c'est un changement qui est bénéfique pour la petite région. Aurélie reprend sa route au fil de l'Argence. Elle va faire étape à Corrence, un petit village construit dans une boucle de la rivière. L'Argence servait vraiment de protection naturelle. Ce village de Corrence, il a vraiment la forme de tous les villages qu'on trouve dans le secteur, avec un noyau souvent médiéval, et ensuite le village qui s'étend tout autour au XVIIIe, XIXe siècle. Ce qui est très original pour ce village, c'est qu'il y a 20 ans, les viticulteurs ont tous décidé ensemble de passer à l'agriculture biologique. Et depuis, d'autres agriculteurs sont venus, des éleveurs, des maraîchers, et ont continué de travailler en agriculture biologique. Alors on retrouve l'Argence ici. Ah, c'est la partie que j'aime bien, là. Avec un très beau jardin qui borde le fleuve. Aurélie est attendue par une association d'habitants du village. Là, vous avez vraiment un paysage emblématique de la Provence. C'est un endroit, vous voyez, là, on a beaucoup de verdure, c'est un endroit caché qui se découvre essentiellement à pied. Donc c'est vraiment un endroit très très beau. Depuis quelques mois, une dizaine de bénévoles se mobilisent pour restaurer cet ancien oliveraie. Bonjour à tous. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Il y a du boulot encore à faire sur cet oliveraie. Tu l'as récupéré depuis quand? Là, ça fait 2 ans. Et c'est vrai que bon, voilà, c'était bien embroussaillé, donc ça demande un travail assez conséquent. C'est quand même magnifique et c'est quand même dommage de laisser ça à l'abandon. Vous avez des magnifiques restants. Et donc, en fait, on a contacté le propriétaire et on lui a demandé l'autorisation de pouvoir exploiter ces oliviers et produire un peu d'olives si possible. Mais bon, c'est pas l'objectif premier. En fait, l'objectif premier, c'est d'échanger, de partager, quoi. Voilà. En fait, on n'a pas forcément le savoir-faire, puis c'est long à apprendre. Et donc, le seul moyen, en fait, c'est d'échanger avec les gens du village pour apprendre et puis du coup pour participer à l'entretien de ce patrimoine. Oh Magali, ma tante et Mado, mettez la tête au fenestrum. Les bénévoles élaguent les branches pour favoriser celles qui portent les fruits. Elles donneront une olive appelée Caillan, qui produit une huile douce et fruitée. C'est un territoire vivant où les habitants sont vraiment engagés dans leur histoire et dans la préservation de leur patrimoine agricole. C'est quand même du boulot et puis il faut avoir un peu la passion quoi, de cet espace. C'est vrai que sur Corrence, ils ont été un peu précurseurs dans le développement durable. Et la restauration d'une oliveraie, on est vraiment dedans, quoi, hein. On voit, il y a de l'herbe partout, donc plein d'insectes qui se développent. Donc ça permet de favoriser toute une faune et toute une flore qui est importante pour l'équilibre de notre village. Un peu plus loin, Aurélie passe par un village dont l'histoire est étroitement liée à la rivière. Là, à droite, vous voyez Carcès, un très joli village. J'aime beaucoup ce village. Carcès doit en partie sa fortune à l'Argence, puisque la force motrice de l'eau
va permettre de faire fonctionner de nombreuses usines, de nombreux moulins qui vont enrichir les Carsois. Donc là, nous pénétrons dans la partie du village 18e, 19e. C'est vraiment la partie qui s'est développée au moment de l'installation des manufactures. Et les Carsois vont doter leurs maisons de très belles façades qu'on appelle les façades à écailles. Vous avez tout un alignement de maisons qui ont été recouvertes d'écailles en terre cuite vernissée. Et ces façades en terre cuite ont à la fois une fonction très ostentatoire, montrer qu'on a réussi. Et puis la deuxième raison est tout simplement pratique, c'est protéger ces façades de la pluie et du vent. On se croirait en Bourgogne. Aurélie termine son périple dans un des châteaux viticoles les plus secrets du Var. Depuis des siècles, le vin est la première richesse agricole de la région. Il a fait la fortune de grandes familles varoises. Cette économie du vin a eu des répercussions non seulement sur les paysages, mais également sur l'architecture, avec la construction de très grands châteaux, toujours visibles aujourd'hui. Aurélie découvre le château d'Astros pour la première fois. Magnifique allée de platanes, vraiment caractéristique des grandes bastides 18e, 19e. Et là, on a ce château sublime. On a l'impression d'être devant un château d'Italie, un château palatin. Extraordinaire. Le château d'Astros a été bâti en 1846 par un amoureux de la Renaissance italienne. Derrière cette façade se cachent des décors intérieurs somptueux. Bonjour. Bonjour Louis. Bienvenue. Merci. Pour accueillir Aurélie, Louis Aubert, le petit-fils de la famille. Donc là, on arrive dans la pièce principale du château, qui est cette coupole avec 12 nymphes. Sublime. Qui représentent les 12 signes du zodiaque. Il y a eu beaucoup d'inspiration italienne dans tout le château, même si l'atelier qui était en charge de beaucoup de décoration était un atelier provençal et marseillais. C'est des artistes italiens qui ont réalisé les nymphes. Le sol est magnifique aussi, hein, avec des incrustations en marbre. Ouais. C'est vraiment un très beau travail, même dans le jeu des couleurs. C'est extraordinaire. Bah, il y a un vrai choix d'associer des matériaux nobles. On le voit avec l'escalier en bois, avec le sol en marbre. Il y a beaucoup de détails. On sent que chaque espace a été réfléchi, chaque ornement est pensé. Donc c'est un souci du détail qui rend le tout un peu exceptionnel. Et donc là, on passe dans la grande salle à manger, avec... Toutes les pièces du château sont ornées de peintures, jusqu'au plafond. Certaines évoquent les richesses d'Astros. Des grands endroits d'Astros. Donc là, on a la plus grande peinture de la salle à manger qui représente deux lieux un peu iconiques à Astros. Donc le château. Puis après, on voit la cascade d'Entraigues, dont la source historiquement faisait partie du domaine et qui n'est pas du tout au même endroit. Donc ça veut dire que c'est vraiment, ils ont fait une composition pour mettre ces deux lieux à côté. Ça dit l'importance de l'eau, l'importance de la capter, de la canaliser pour en faire une richesse. Et ces domaines, d'ailleurs, vont s'implanter dans des lieux où on est sûr d'avoir des sources et on est sûr d'avoir des ressources en eau. L'eau, c'est l'élément fondateur d'Astros. Pour mieux le comprendre, il faut traverser le domaine. Louis emmène Aurélie découvrir le vieux château, l'autre monument de la propriété. Ce qui est très beau avec le vieux château, c'est que du vieux château, on a tout le panorama en fait, qui va amener jusqu'à ce qu'on va voir là, qui est l'Aqueduc, qui se dévoile là petit à petit. Oh, c'est magnifique.
Pour alimenter cet immense domaine de 600 hectares, il a fallu faire des aménagements impressionnants. Et en fait, ce chemin-là, c'est vraiment le chemin que nous, on a toujours pris quand on était enfant. C'était à vélo. Et donc là, à droite, on va découvrir l'autre aqueduc, qui est plus haut. Oh là là! Oh, c'est joli! 2 aqueducs ont été construits en 1824. Ils canalisent les eaux de l'Argence. C'est l'eau de l'Argent et qui permettait d'amener l'eau pour les cultures d'Astros. Ces aqueducs sont toujours en fonction aujourd'hui. Long de 4 km, celui-ci est classé au monument historique. J'espère que t'as pas le vertige. Non, je n'ai pas le vertige, ça va. Pas que je regarde à droite, mais ça va. Il y a quand même pas mal d'eau, hein. On voit bien qu'il a plu. Alors, c'est 400 litres seconde, je crois, le... D'accord. C'est monumental, hein. C'est vrai que celui-là est magique parce qu'il y a toute la perspective avec le vieux château qu'on voit là-bas et toute la plaine. Donc on a un côté, il y a un immense espace. C'est magnifique pour ça aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! À l'origine, ce domaine appartenait aux Templiers. Ce sont eux qui l'ont exploité dès le XIIIe siècle. Les Templiers étaient très présents dans ce qui est actuellement le Var. Il y avait de nombreuses commanderies, de nombreuses propriétés qui étaient en fait des grosses fermes. Et les Templiers cultivaient ces terres donc pour leur propre consommation et pour la consommation des commanderies, parce qu'il y en avait plusieurs dans le Var, mais permettaient également d'emmener toutes ces denrées via le port de Marseille à Jérusalem jusqu'aux Terres Saintes. L'ancienne ferme templière a laissé place à un château au XVIIe siècle. Donc là, on arrive dans la pièce principale, le salon. Très belle voûte d'arête. On voit bien qu'on est dans la partie plus médiévale de la ferme, puisqu'on voit, regardez, les traces d'un ancien pressoir à huile qui a été transformé en bibliothèque. Ça montre bien que cet endroit-là avait une destination agricole. Sur la terrasse, on va retrouver une des plus belles vues d'Astros, qui est vue sur, magnifique. Sur l'aqueduc et les vignes. C'est un condensé de l'histoire de cette partie du Var. Une histoire religieuse, agricole, avec la présence des Templiers ici, cette ancienne bastide. La présence des riches entrepreneurs qui vont construire ce magnifique château 19e, un peu fou, qu'on croirait sorti un peu d'un rêve. Et puis on a quelque chose de beaucoup plus pragmatique, pratique, la culture de cette terre, vous voyez, avec les vignes, l'utilisation de l'eau. Je suis époustouflée de la richesse de cet endroit. Nous quittons maintenant la Provence verte pour rejoindre le littoral et la ville d'Hyères. On la surnomme également Hyères-les-Palmiers. Vas-y, Dani. 7 h du matin, dans le centre-ville. Encore un poil, pas beaucoup. Voilà, c'est bon. Pierre Quillet est le jardinier de la commune. Vas-y, accroche-le. Pour lui, c'est un événement important. Ce palmier est le premier de la saison à être planté. Là, on voit bien le système racinaire qui fait que le palmier n'est pas un arbre, il est plutôt apparenté aux graminées, à la petite herbe qui pousse par terre, au gazon. Et il n'y a pas de racine principale, il n'y a pas de pivot. Et il va tenir debout à des hauteurs spectaculaires grâce à un tas de chevelus qui s'enracinent dans tous les sens. Fais tomber pour voir. Après, le plus dur, c'est de le centrer dans le trou. Par là, vas-y. Ressoulève. Recule. Viens, 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 viens. Encore, 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 encore. Voilà. Planter un palmier sur un trottoir requiert un certain savoir-faire. Il faut le mettre au milieu et bien droit. Pierre a l'habitude. Tous les ans, à partir du mois de mai,
Il supervise une soixantaine de plantations dans toute la ville. Il faut mettre le drain. Alors le drain qu'on met en place, c'est juste pour lui apporter un petit peu d'eau au niveau des racines. Le palmier a besoin d'eau et de chaleur. Dans 20 ans, celui-ci atteindra sa taille adulte. Il est toujours en recherche de photosynthèse, donc le fait de couper les palmes, il monte de plus en plus vite. Là, c'est tout à fait dans le style en plus. Les palmiers devant, une belle façade, c'est l'image typique de la commune. Avec 4000 spécimens plantés sur ces trottoirs, Hyères cultive la folie des palmiers. Pierre se passionne pour cette plante, devenue l'emblème de la ville au XIXe siècle. Le palmier est omniprésent dans toutes les rues. C'est vraiment un élément du décor qui est assez extraordinaire et qui apporte une certaine hauteur aux avenues, une perspective qui est superbe. C'est un attrait touristique très important. Et puis, les gens sont complètement dépaysés. Alors, on est vraiment le berceau de l'acclimatation du palmier hier. Hyères doit sa renommée aux palmiers. Dans cette station balnéaire réputée, des botanistes de renom l'acclimatent et l'introduisent comme plante décorative. À la fin du XIXe siècle, un riche entrepreneur tombe amoureux de Hyères. Alexis Godillot urbanise un nouveau quartier, à l'ouest de la vieille ville, avec des rues et des avenues qui l'ornent de palmiers. Aujourd'hui, Pierre accompagne Odile Jacquemin, historienne de l'architecture. Le quartier qu'urbanise Godillot vient jusque-là, l'avenue Victor Bache qui va monter à la fameuse maison Chassina. Voilà, dans la perspective de cette majestueuse avenue, on a cette très belle fontaine qui est énorme, hein, le bassin à 12 mètres de diamètre, et c'est l'abreuvoir d'ailleurs, parce qu'à l'époque la circulation elle est hypomobile, et c'est vraiment l'œuvre d'urbaniste et de mécène qui correspond à la personnalité d'Alexis Godillot. Il veut montrer qu'il offre des cadeaux utiles, hein, c'est le siècle du beau et de l'utile. Regarde le Grand Hôtel. Ça, c'était le monument de 1850. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Godillot le rachète parce qu'il est en faillite pour développer et embellir la ville. Pour attirer une clientèle fortunée, Godillot investit dans l'un des premiers grands palaces de la Côte d'Azur. Ça montre à quel point il prend très au sérieux cette idée d'urbaniser tout ce nouveau quartier, de créer un quartier. C'est un visionnaire. En tant que promoteur, c'est ce qu'on appelle un bâtisseur. Godillot fait construire des villas qui comptent aujourd'hui parmi les joyaux de la ville. Les maisons de Godillot, on va les reconnaître parce que c'est plein d'ostentation. Ce sont des monuments dans la ville. L'entrepreneur voit grand et ne craint pas la démesure. C'est là, par exemple, qu'il voulait construire un château pour son fils. Et il en reste d'ailleurs les écuries, évidemment architecture de fer, halles métalliques, et puis toutes ces tuiles vernissées et les statues équestres en bronze qui font bien référence à la fonction. Ici, c'est son hôtel particulier, qui s'appelle la Villa Saint-Hubert, qu'il compose en rassemblant deux maisons existantes, la Villa Michel et la Villa Saint-Hubert, mais en leur donnant un luxe incroyable et un caractère pittoresque qui n'appartient qu'à lui. Le palmier fait partie de l'identité de Hyères. Pourtant, une menace plane sur ces paysages. Un insecte appelé charançon rouge ravage ce patrimoine végétal. C'est ce qui préoccupe Pierre aujourd'hui.
Direction la colline de Costebelle, qui surplombe le littoral. Au XIXe siècle, c'est le lieu de prédilection de l'aristocratie européenne. Ces riches hivernants y bâtissent des villas somptueuses qu'ils agrémentent de parcs exotiques. Pierre a rendez-vous à la villa du Plantier. Elle possède un jardin remarquable, l'un des plus vieux de la ville. Aujourd'hui, Pierre s'intéresse à une nouvelle technique pour éradiquer le charançon. Ça y est, on installe le traitement. Ça y est, oui. Renaud Lugagne, propriétaire de la villa, a fait appel à une biologiste varoise. Karine Panchaud a mis au point un traitement naturel à base de champignons. On part pour 160 grammes. Là. Et donc, on traite une trentaine de palmiers dans le parc, là, hein. Ah oui, 5, oui. Ouais. Toutes les 5 semaines. Comme il y a beaucoup de palmiers, c'est difficile de tout traiter. Donc, ouais. On a un travail de surveillance et on traite au besoin par tâche. Un quart des palmiers de la commune a été abattu ces 10 dernières années. Les particuliers ont l'obligation d'agir à titre préventif. Il suffit qu'il y en ait un qui ne traite pas pour que la bestiole soit entretenue et qu'il y en ait un foyer. Sachant qu'un charançon peut s'envoler sur 10-20 km. Hein. Avec le Mistral, en plus, s'il est sous le vent, il peut partir encore plus loin, parce que maintenant, on le trouve dans les îles d'Hyères. Il a traversé la mer. C'est très important. Le fait qu'il soit en danger par ce parasite est un vrai problème pour toute la Côte d'Azur, en fait. Hein. Le Phénix canariensis que vous voyez ici, c'est vraiment le palmier qui symbolise la Côte d'Azur. Le Phénix est le premier palmier à avoir été acclimaté à Hyères au XIXe siècle. La villa du Plantier en possède quelques spécimens très anciens. Au XIXe siècle, on voulait recréer sur la côte méditerranéenne les paysages exotiques que l'on trouvait dans les colonies, en fait, avec des palmiers, des agaves, des nolinas, des yuccas, même des pins, des résineuses exotiques. Hein. Vous avez un pin des Canaries ici, et puis vous avez un Pinus sabiniana ici, qui est un arbre très rare que vous ne verrez qu'au Plantier, en tout cas dans la région. C'est un pin gris de Californie, qui est très ancien. C'est l'arbre le plus rare du parc, en fait. À l'origine, on l'appelle la Villa des Palmiers. Créé en 1857 sur une propriété de près de 2 hectares, son jardin regorge d'essences importées du monde entier. Pour Renaud Lugagne, hors de question que le charançon ne détruise ce patrimoine inestimable. Il a disposé des pièges aux 4 coins de la propriété. Ah oui. Alors, il y a un beau charançon. Voilà la bête. Il a des ailes cachées sous sa carapace, là, au niveau du dos, comme un scarabée. Le problème, c'est que ces femelles sont chargées au maximum d'œufs. Et dès qu'elles se posent sur un palmier, ça fait une nouvelle colonie. À tel point que quand on ouvre un palmier en deux, on a plusieurs centaines d'individus de plusieurs générations ensemble. Ça, c'est terrible. Originaire d'Indonésie, ce tueur de palmiers a déjà contaminé l'un des plus vieux spécimens du domaine. Oui, un jubéa du Chili qui avait une centaine d'années. Et 100 ans, c'est un jeune jubéa. Ouais. Donc la cavité qui a été creusée par les charançons. Et derrière, on va la voir d'ailleurs, on la voit très bien d'ici. Alors c'est vrai que là, on a un énorme trou et le cœur a complètement disparu. Donc c'est vrai que c'est fini pour lui, quoi. Oui. Une fois infesté, le palmier dépérit et meurt en moins d'1 an. Là, on entend quand même que le palmier est encore gorgé de sève et d'eau. Là, en hauteur, c'est un bruit beaucoup plus sec. Une partie morte, comme du bois sec. Voilà. Voilà. C'est ces dernières heures. C'est triste. Un jubéa, c'est un palmier qui est rare, en fait. Il y en a 250 sur la Côte d'Azur. Hein. C'est une perte. C'est pour ça qu'il faut replanter. En fait, un parc botanique est toujours en mouvement. Il faut replanter, il faut réacclimater de nouvelles plantes pour que demain, il y ait de nouveaux sujets. Planter de nouvelles espèces pour lutter contre le charançon rouge,
C'est la conviction de beaucoup d'amoureux des palmiers. Nous rejoignons le centre-ville d'Hyères pour aller à la rencontre d'une pépiniériste passionnée. Pierre vient ici chercher des pièces de collection. Bonjour Violette. Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce que tu as de beau? Ce que j'ai de beau, je suis en train de libérer les palmiers que j'avais emmenés en expo. Il y a un collectionneur qui va venir, et c'est pour ça qu'il y a un petit papier. Puis il pique en plus celui-là. Oui, c'est ce qui fait tout son charme. C'est une caverne d'Ali Baba. Tout est une pièce de collection presque. Et puis en plus, c'est du semis local. C'est vraiment de la plante faite chez nous, à Hyères. C'est ça qui est extraordinaire, quoi, de trouver encore des personnages comme Violette. Qui m'embête de temps en temps d'ailleurs. Hein. Pierre, j'ai vu, il y a un palmier qui a des graines, il faut que tu t'arrêtes, il faut faire quelque chose. Alors à chaque fois, je déplace les élagueurs, les pompiers, presque pour grimper dans les palmiers pour aller ramasser les graines. Oui, il y a un peu de Marseille, oui. Non, non, pas de Marseille. Hein. Non. Cette maison familiale a connu l'âge d'or des pépiniéristes de Hyères. Chez Violette, on cultive des palmiers depuis 1904. Pierre, où t'es parti avec les couteaux là? Sa famille en a exporté des dizaines de milliers par an dans toute l'Europe. Voilà, on a libéré. Moi, je me souviens des chevaux chargés de palmiers dans des charrettes qui allaient à la gare. J'étais pitchounette, hein, moi j'étais sûrement au milieu, et qui ont chargé les palmiers à la main dans les wagons. Si on voulait de l'argent de poche, on travaillait sur la pépinière. Voilà, donc je suis un peu née dans un palmier. Oui. Aujourd'hui, la pépinière a abandonné la production intensive. Sur sa propriété, Violette cultive désormais des espèces rares, grâce à des graines glanées aux quatre coins du monde. Mais en passant, je vais te faire voir un palmier qui est un peu important pour moi. C'est un souvenir de voyage. Ah oui, c'est un Washingtonien. Washingtonia filifera. C'est des graines que j'ai ramenées dans mes poches. Je suis allée les récolter en Californie, dans les déserts de Palm Springs. Et ça donnait un gros bébé comme ça. Ici, tout pousse en pleine terre. Il existe 3000 variétés de palmiers dans le monde. 80 sont acclimatables en France. Pour reproduire ces plantes venues du monde entier, Violette se sert dans son jardin. Ce sont des infrutescences d'un palmier mexicain qui s'appelle Braya armata. Elles ont 1 an, là, elles vont être mûres fin juin. Et de fin juin, elles seront cette couleur-là à peu près. Ça nous refera, dans 40 ans, un palmier à peu près grand comme ça. Il faut être un peu patient avec les palmiers. Violette a choisi de semer en suivant la méthode traditionnelle des pépiniéristes hyérois, dans ces milliers de pots en terre. Nous utilisons de la terre et pas du terreau. On va commencer par les dattiers, que tout le monde connaît. Donc, on va mettre une datte par pot. Moi, je prends le temps de semer mes palmiers. Je pourrais prendre le téléphone et les faire venir de l'autre bout du monde, mais j'ai le temps. Et mon plaisir, c'est de chercher des graines. Il y a des clients qui me ramènent les graines des palmiers que j'ai vendus il y a 25 ans. Et on recommence. C'est marrant, hein? Ils sont très contents de me rapporter ça. Mon arrière-grand-père, il semait comme ça. Et ça marche très, très bien. Hein. Sans avoir besoin de quoi que ce soit. Le soleil, la nature, ça suffit. Voilà. Les plants sont ensuite alignés sur ces tables de semis historiques. Ils peuvent attendre là plusieurs années qu'on vienne les déterrer. Alors, là, il y en a un. Et puis là, il va y en avoir un autre, voilà. Ils sont tout jeunes, hein, ils ont 2 ans, donc le système racinaire commence juste à bien se former et à prendre la forme du pot. Ça peut atteindre 15 mètres de haut. C'est pas mal pour un petit machin comme ça. Un futur géant. Avant de quitter Hyères, nous allons découvrir un lieu hors norme.
Bâti en 1872 sur une colline face à la mer, l'hôpital San Salvador occupe une situation géographique exceptionnelle. À l'époque, c'était la plus vaste demeure privée de Hyères. Depuis 1922, il est la propriété des hôpitaux de Paris. Nous y retrouvons Odile, la spécialiste du patrimoine. Pour la première fois, Sandrine Curnier, la directrice de l'hôpital, lui ouvre les portes de ce bâtiment classé. C'est le château de Hyères. Regardez la taille, la manière dont ce château est imposant dans ses proportions, dans sa facture, avec des pilastres encastrés. Regardez cette composition centrale, cette serlienne qui surplombe une entrée monumentale avec la porte en bois massif, la salamandre en référence à François Ier, les 3 colonnes de chaque côté. Et puis cette composition classique en 3 parties, avec ces 2 belvédères qui sont des loggias, un petit peu aussi comme à l'italienne. Quand je vois une façade pareille, je suis finalement admirative du siècle des bâtisseurs que a pu représenter toute cette période. Ce type de monument, c'est le début de la Côte d'Azur. Dans cet hôpital pour enfants, la plupart des décors sont restés dans leur état d'origine. À l'étage, ils réservent à Odile de belles surprises. Je vous suis. Est-ce que vous connaissiez cette salle de musique? Non. Non? En fait, je ne suis jamais montée à l'étage ici. Vous avez vu ces magnifiques vitraux? Ce sont les plus beaux de l'hôpital, ici. C'est un cadre assez exceptionnel. Et c'est remarquable. On se croirait dans un château anglo-normand ou sur l'Atlantique. Regardez ces peintures. Alors ici, c'était un salon de musique. C'est la raison pour laquelle il est décoré avec ses couleurs, avec ses agréments. Et on l'utilise encore comme salon de musique, alors peu forcément. C'est un lieu qui est assez magique d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec une unité de soins, donc ça concourt énormément au bien-être de nos patients. Toutes les salles de l'hôpital regorgent de décors avec des détails d'une grande finesse. Ainsi, l'ancienne salle de bal, transformée en salle de réunion avec vue sur la Méditerranée. Ce qui frappe surtout, bien sûr, c'est les décors. Donc, dédiés au thème de l'amour, on a 3 médaillons peints dans l'esprit grand siècle. San Salvador est un chef-d'œuvre d'éclectisme. L'architecture et les ornements empruntent à tous les styles. Ici, les peintures grand siècle côtoient des décors inspirés du Moyen Âge. Quand on voit déjà ces proportions, l'aspect massif, la sculpture, on voit que c'est quand même un travail exceptionnel. Puis vous voyez le bestiaire des aigles, là-haut des chevreuils. On pourrait se croire dans un château médiéval en pleine forêt. Ces trésors ont été abîmés par le temps. L'hôpital recherche aujourd'hui un mécène pour l'aider à les restaurer. Alors, voilà notre salle de spectacle. Et donc, cette salle est vraiment utilisée comme elle l'était fin 19e, quand le bâtiment a été édifié. Cette salle a certes perdu de son luxe, de son faste, mais elle a gardé son âme. Et dans le cadre de la préservation de ce patrimoine, préserver l'âme des lieux, c'est aussi important. Et vraiment, c'est un bonheur que de pouvoir à la fois vivre dans ces lieux, mais pas simplement pour les bâtiments ou pour le parc. Vous n'imaginez pas à quel point il y a de la vie ici. Nous quittons Hyères pour l'arrière-pays varois. Direction le pays de Fayence et ses villages perchés.
Autrefois, les pentes de ces villages étaient couvertes de plantes à parfum. Aujourd'hui, une association de femmes relance cette culture historique. Nous sommes le 15 mai. Le printemps a du mal à s'installer. Au pied du village de Callian, c'est normalement le pic de floraison de la rose centifolia, la fleur emblématique des parfumeurs. Les filles, il y a quelqu'un qui a cueilli ici ou pas? Parce qu'il y a plein de boutons qui sont vraiment prêts à s'ouvrir, faut les prendre. Là, il y a vraiment à faire encore. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. C'est pas assez là. Les 2 lignes qui sont là, elles sont pas bien faites. Armelle Janaudy est inquiète. Les températures sont anormalement basses. Quand la chaleur a du mal à arriver, les fleurs s'ouvrent à peine, s'épanouissent à peine, et puis elles restent un petit peu, les pétales du centre restent un peu serrés, et du coup les filles ont un petit peu de mal à savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Eh bien voilà, donc là je repasse un petit peu derrière pour ramasser ce qui a été oublié. Parmi la vingtaine de cueilleuses venues ce matin, il y a Adèle, la fille d'Armelle. Ça va et toi? Oui. Vous les prenez bien serrés, hein? Chaque année, Adèle vient aider ses parents. Elle ne raterait une cueillette pour rien au monde. Tu veux voir comme ça, Neble? Ah non. Ouais. Neble, c'est les boutons qui se suicident. Ils tombent en fait tout seuls, ils se sectionnent à la base et la plante les avorte, quoi. À minuit, il faisait 9 degrés. Ouais. Donc voilà, les conditions sont pas bonnes. Donc, du coup, elle sacrifie une partie de ses fleurs. Petit fœtus de centifolia. Regarde, Adèle, tu sais, avec son pull, ce qu'elle a. Armelle partage son inquiétude avec son mari, Rémi. Cette météo menace toute la récolte, le fruit d'une année de labeur. Il y a des boutons, mais ça va tomber assez vite, j'ai l'impression. Il leur manque quelques degrés et paf, tout s'ouvre. Pour Armelle, les heures qui viennent seront décisives. Décidément, décidément. C'est le pire démarrage qu'elle ait connu depuis 2011, lorsqu'elle a décidé de relancer la culture de la rose en pays de faïence. Pendant un siècle, ce territoire fut l'un des principaux fournisseurs des parfumeries de Grasse. Mais dans les années 80, l'activité s'effondre. Les roses désertent les pentes de ces villages. Et il faut aujourd'hui réapprendre les gestes d'autrefois. C'est le cas chez Armelle. D'habitude, une cueilleuse expérimentée ramasse 6 kilos de fleurs par heure. Mais aujourd'hui, le compte n'y est pas. Elles sont molles, elles craquent beaucoup moins bien. Elles se défait, quoi. Il y a toujours le parfum, mais elle n'est pas jolie. On cherche les roses ouvertes, ça prend un peu plus de temps. Vous voyez, hop, celle-là, elle s'ouvrirait s'il y avait du soleil, quoi. À cette époque de l'année, on avait déjà fait un certain poids de roses qu'on n'a pas du tout fait cette année. Cette contre-performance déçoit les cueilleuses. C'est pas grand-chose. C'est un truc qui nous a surpris dès la première année. Les cueilleuses, elles s'impliquent tout de suite. Et c'est sympa parce qu'on ne se sent pas tout seul à être intéressé aux résultats. C'est lourd, une rose, quoi. C'est lourd d'une année de travail, quoi. Bon, pour les cueilleuses, il n'y a pas ce poids-là, il n'y a pas cette signification. Mais c'est rigolo. On a l'impression que c'est aussi important pour elles que pour nous que la récolte soit bonne, ouais.
2 heures plus tard, les roses commencent enfin à s'ouvrir. L'espoir renaît pour Armelle. Ah, ben elles sentent bon. Hein. Et elles sentent le bubble gum, je trouve. Ouais. Cela rassure également François de Machy, le nez de la maison Dior, venu soutenir les troupes. J'ai besoin de cette rose pour faire mes parfums. C'est une rose particulière et on peut remplacer par d'autres roses, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme un vin de Bourgogne et un vin de Bordeaux, hein. Sont tous les deux des vins, mais ça n'a pas le même goût. Et pour la rose, c'est exactement la même chose. Et on assure un prix de la fleur décent pour que les productrices puissent en vivre, oui. Le parfumeur s'est engagé à acheter toute la production d'Armelle à un prix garanti. Ma contribution. Vous êtes bien aimable. Le type de partenariat qu'on a mis en place repose sur un partage des risques. On n'est plus comme les producteurs l'étaient autrefois, isolés, à encaisser seuls la difficulté du métier. Je suis épaulée et ça change tout. Il est temps de transformer la récolte de ce matin. Les roses sont fragiles, il faut faire vite. Heureusement, l'usine d'extraction se trouve à Calian, à 2 km seulement de l'exploitation. La pesée, c'est l'instant décisif pour Armelle et Rémi. « 251. » J'ai du mal à être contente, à vrai dire. Je ne vais pas mentir, c'est un peu compliqué. Mais... Armelle est déçue. Voilà, malgré tout, il se passe des choses, c'est bien. La récolte de la journée est en dessous de ce qu'elle attendait. Elle espère que les jours prochains seront plus favorables. Non, mais c'est opulent, ça, je trouve ça, c'est magique, quoi. En attendant, le parfum de la rose lui rend son sourire. Le parfum ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire qu'une journée, puis après ça s'évapore. Il faut les traiter le plus rapidement possible, hein. Sinon, elles commencent à fermenter et là, l'odeur est détruite, quoi. Pour capter cet arôme éphémère, les fleurs sont lavées avec des solvants qui se chargent de leur parfum. Plusieurs bains successifs permettent d'obtenir une cire végétale très odorante. Et on obtient un produit qui est solide, qu'on appelle la concrète, tout simplement parce qu'il y a des cires végétales mélangées aux principes odorants. 1 kilo de ça, c'est 12 000 €. Hein. De cette cire précieuse, on tirera l'absolu, l'essence de rose utilisée par les parfumeurs. Dans les villages de faïence, on célèbre la renaissance de la rose de mai. À Montauroux, Armelle s'occupe d'une autre roseraie, dans un château de légende. Le château de la Colle Noire vient d'être restauré. Dans les années 50, Christian Dior y crée un immense domaine agricole. Il y sème des milliers de plantes à parfum. La première fois que je suis rentrée au château de la Colle Noire, j'ai trouvé que c'était très beau, bien sûr. De l'extérieur, on voit quasiment rien, on n'en soupçonne pas l'existence. Et quand on passe les grilles, évidemment, et qu'on arrive là, on est subjugué, quoi. C'est vraiment très, très beau. Sur place, Armelle retrouve François de Machy. Il y a des boutons, quand même. Oui, les boutons, ça va. C'est lui qui a choisi les essences replantées au château.
François m'a demandé qu'on installe une roseraie dans le château, de refaire en miniature en quelque sorte le domaine agricole que c'était autrefois. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle idée. L'idée, c'était pas de faire un jardin extrêmement sophistiqué, luxuriant. C'était de refaire une propriété agricole dans le château. Ce domaine de 90 hectares, c'est le rêve d'un parfumeur. Il va inspirer tout le travail de créateur de Christian Dior. Donc là, c'est assez émouvant parce que c'est un lieu qu'a dessiné M. Dior lui-même. Quand on est parfumeur, bien sûr, le fait d'avoir un jardin, ça nous nourrit, si j'ose dire, d'idées. Et rien n'est plus merveilleux que de sentir les fleurs, j'allais dire, in situ. Le matin tôt, l'odeur du jasmin en été, la rose, quand on arrive sur les champs, c'est quand même une odeur extraordinaire. Toutes ces petites choses qui font qu'on a des idées que l'on stocke et puis que l'on essaye de retrouver dans l'élaboration de nos parfums, quoi. Au cœur de cet écrin, la maison, elle aussi, reprend vie. Pendant 3 ans, les intérieurs ont été restaurés tels que Dior les avait imaginés dans les années 50. Une reconstitution orchestrée par Frédéric Bourdelier, qui apporte aujourd'hui un dernier objet. C'est le téléphone original du château de la Colle-Noire, qui date de 1954-55, en bakélite noire. Voilà, il était là du temps de Christian Dior. Il y a même des touches qui sont préprogrammées pour Paris. Il peut avoir donc la connexion avec l'avenue Montaigne. Il travaille, il dessine. Et donc, voilà, on a pu, là, grâce à tout ce qu'on a racheté, reconstituer à l'identique son bureau. Chacune des 20 pièces du château est décorée avec soin par Christian Dior. Comme dans le jardin, le créateur y exprime sa passion des fleurs. C'est à la Colle-Noire qu'il a imaginé les parfums qui sont toujours parmi les plus vendus au monde. Je tenais à vous montrer ce joli flacon de 1956. C'est Christian Dior qui a dessiné ce flacon. Il a été réalisé par la maison Baccarat, donc cristal et un bouquet de bronze doré à l'or fin. C'est un peu décalé par rapport à l'époque, on peut même trouver ça kitsch, mais dans cette après-guerre, cette reconstruction à marche forcée, cette modernité, Christian Dior se bat pour ça, pour se relier avec la grande tradition du savoir-faire français, ce grand luxe. Il a peur de voir disparaître tout ça, et donc il veut maintenir tout ça, c'est sa devise. Aujourd'hui, ce château est réservé aux invités de marque. À l'étage, Frédéric Bourdelier nous guide vers la partie la plus privée de la maison. Alors nous sommes dans la chambre de Christian Dior. On a un lit en alcôve avec son étoile fétiche. On est plongé dans son décor intime, donc on comprend mieux son art de vivre et toutes les facettes de sa personnalité. La chambre de Christian Dior communique directement sur la terrasse. Il avait son accès privé sur ce formidable paysage. Vous voyez toutes les odeurs qui s'exhalent. Le parfum de Provence est là et on comprend comment il a conçu ses plus beaux parfums dans un cadre idyllique. C'est le paradis des fleurs ici. La journée touche à sa fin. Dans son village de Callian, Armelle a invité les producteurs de son association, essentiellement des femmes. Le sujet est évidemment la rose. La rouille, ça abîme les roses, hein. Elles perdent leur couleur, elles sont plus petites. Quand il n'y a pas trop de soleil aussi, la qualité, elle est là quand même. Hein, donc, Il y aura des saisons plus simples, il y aura des saisons plus compliquées encore. Parmi elles, Carole Biancalana. C'est elle qui, en 2006, a convaincu les parfumeurs de relancer la culture des roses. on prend le relais.
On savait qu'on avait un produit fantastique et il fallait s'approcher des grands parfumeurs qui allaient pouvoir décider de mettre ces matières exceptionnelles, ces jus fantastiques, ces petits joyaux dans des nouvelles créations. Et d'un seul coup, ils se sont souvenus que derrière leur petite fiole, il y avait des gens qui travaillaient, et il y avait des fleurs fantastiques. Et tout ce travail-là, tout ce savoir-faire, tout ce métier-là, d'un seul coup était venu à leur connaissance. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer des liens et qu'après, on n'avait plus qu'à renouveler les générations pour continuer à écrire l'histoire. On trinque Alors santé à nos projets. Voilà. T'avais pas dit Une semaine plus tard, le soleil est enfin de retour à Callian. Le temps presse. Il ne reste que quelques jours à Armelle et ses équipes pour cueillir les dernières roses de l'année. Et pour s'assurer que la récolte est bonne, il suffit de tendre l'oreille. Écoute le petit clac. Le petit clac, il nous dit qu'on a bien cueilli la rose. Quand tous les cueilleurs sont au champ, c'est rigolo parce qu'on entend un concert de petits clacs comme ça. Les cueilleurs sont là, sont contents d'être là. Il fait beau. Enfin voilà, quoi, on peut dire que vraiment on a passé une chouette journée. Les poches sont pleines. Ouais, c'est top. Sur la plantation, 28 personnes travaillent depuis ce matin. Embauchées pour la saison, la plupart sont des femmes qui vivent dans les villages voisins. Quand je voyais tous les matins, en amenant mes enfants à l'école, les champs et tout, je me suis dit, tiens, ça j'aimerais bien faire. Et l'année suivante, j'ai vu passer l'annonce et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que c'est juste que du bonheur, quoi. Pareil, le soleil, l'ambiance, mais dehors, dans les fleurs, c'est le parfum, tout. Puis on a la base de quelque chose de prestigieux derrière, parce que ça va être mis dans des mains qui vont sublimer ça, quoi. Donc c'est notre petite pierre à l'édifice. Pour nous, c'est vraiment important d'embaucher des gens du territoire parce que bon, déjà, il y a un taux de chômage ici qui est relativement important sur le canton. Et tout ça, ça fait vivre un territoire, bien sûr. Économiquement, mais surtout socialement, relationnellement. Et ça, c'est quelque chose auquel on est vraiment très attachés, Rémi et moi. Dans les villages du pays de Fayence, la réussite d'Armelle fait des émules. De nouvelles exploitations voient le jour. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec une jeune productrice. L'association l'a aidée à concrétiser un projet immobilier à l'autre bout du village. Émilie Carlot vient d'acheter cette propriété agricole. L'image qui m'a donné envie de venir vivre ici, c'est le château médiéval du village de Callian. Voilà, c'est un autre angle de vue que j'aime beaucoup aussi. J'ai un petit peu du mal à réaliser, en fait. C'est ça, en fait, mon émotion. Et c'est vrai que, finalement, j'ai été beaucoup soutenue, quoi. En fait, à chaque fois que j'ai présenté mon projet, tout le monde m'a suivie. J'étais à la recherche de terrain, en fait, et c'était un terrain qui était laissé à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Et voilà, je vais pouvoir cultiver mes fleurs devant chez moi. Trouver des parcelles à exploiter, c'est le grand défi de l'association d'Armelle. Depuis quelques années, elle réussit à rendre de plus en plus de terres à l'agriculture. La difficulté ici, puisqu'on est sur la Côte d'Azur, c'est l'accès au foncier. L'indice qui nous dit que les temps changent, c'est qu'effectivement, Émilie aujourd'hui peut accéder à une propriété. Les maires se mobilisent pour sanctuariser leurs terres agricoles. Et nous, en tant qu'association, eh bien, on se charge de proposer de jeunes candidats pour faire vivre ces terres agricoles. La journée d'Armelle est loin d'être finie. Elle doit encore livrer dans les villages alentours des produits gourmands qu'elle réalise avec ses roses.
fait, la particularité ici, c'est qu'on a la départementale en bas, dans la plaine, qui s'avance en direction de Draguignan. Et puis le long, eh bien, il y a tous ces villages perchés, là, les uns après les autres. Et pour les rejoindre, à chaque fois, on a des petites routes comme ça, bien sinueuses. On sent bien que l'univers rural est pas loin, en tout cas qu'il n'est pas loin dans le temps. Voilà, là on arrive à Tourette. Et le village, il se trouve juste derrière cette drôle de maison qui signale le village. Dans cette ancienne place forte à l'architecture préservée, on cultive un certain art de vivre. Alors le village est très étroit, mais on peut quand même le traverser en voiture. Armelle vient livrer Christelle, qui vend des produits de la région. Bonjour, comment ça va? Ça y est, les jolis produits. Ça y est, comme convenu, les petits sirops, les gros et les confits. On est fiers de notre pays de faïence et on veut aider les producteurs locaux à être vus de tous, du maximum de monde. Et au moins, on peut expliquer les produits et raconter l'histoire du produit. Pour nous, c'est important. Bon courage. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Comme c'est tout petit, finalement, on finit toujours tous par avoir des trucs à faire ensemble. Et j'aime bien qu'à l'endroit où on vit, on soit occupé à faire vivre un lieu, un territoire. Et ça, franchement, au quotidien, c'est quand même vraiment un truc super. Armelle atteint maintenant le village emblématique de la région, perché à 350 mètres d'altitude. Voilà, et là, du coup, on arrive dans le centre du village de Fayence. On va redescendre. Du coup, on a des points de vue qui sont toujours vraiment magnifiques, quoi, parce que soit on est en bas, soit on est en haut. Et alors, le contraste avec tous les verts là, des arbres et les façades ocre des maisons, c'est magnifique. Voilà. Et là, on va faire une petite entorse là, à la route, juste pour aller voir un autre endroit que j'aime beaucoup. Voilà, on arrive chez Alain, qui est un producteur aussi, qui produit des roses et qui produit du vin. Et voilà, là, ce sont ses vignes. Regardez ça un peu, l'endroit où il vit. Et tout ça, c'est son domaine autour de chez lui. Et alors Alain, il a un truc incroyable, c'est que sur son domaine, il a une chapelle. Les Provençaux étaient des gens très superstitieux, où on ne manquait pas de déposer un petit cierge et de faire une petite prière pour être sûr d'avoir une jolie récolte, pour être sûr d'être protégé. Voilà, retour sur la route de Seillan, qu'on devine là entre les arbres. Je crois que c'est mon préféré, celui-là. Seillan, c'est le berceau des plantes à parfum. Le dernier des 9 villages du pays de Fayence. Ce que j'aime dans ce village particulièrement, c'est qu'il faut aller le chercher. Il faut vouloir venir à Seillan. Et puis du coup, ça le préserve. Et puis l'architecture, c'est vraiment... Tout est beau, quoi. Dans chacun d'eux, il y a une rue ou une petite place que j'aime vraiment beaucoup. Où je me dis, ah bah tiens, si je devais me réinstaller quelque part, je m'installerais là. Puis finalement, je vais dans un autre, puis je me dis, ah bah non, finalement, là c'est mieux. Ils ont tous un détail particulier vraiment à tomber, quoi. Aujourd'hui, ces villages parient sur leur charme pour attirer de jeunes habitants et retrouver un nouveau souffle.
Armelle rejoint une amie qui a choisi de revenir s'installer ici, après une carrière à Florence, Paris et New York. Doreuse de formation, Anne Brun sublime les mauvaises herbes pour créer de véritables œuvres d'art. Anne, je t'ai apporté quelques tiges de bourse à pasteur. Oui. Je sais que tu vas pouvoir en faire quelque chose. C'est la bonne période en plus pour la ramasser. Donc là, je suis en train de dorer de la folle avoine. Et ce que j'aime chez cette plante, c'est qu'elle a des belles nervures. Pourquoi tu te frottes ta brosse comme ça sur ton cou? Pour avoir un phénomène d'électricité statique et attraper ma feuille d'or. Parce que c'est tellement fin qu'il faut la tenir au pinceau parce qu'on l'a déchirée à travers les doigts. J'utilise un pinceau qui s'appelle un appuyeux, qui est un pinceau tout délicat et qui permet d'appuyer l'or en fait sur le support. Donc ça lisse et ça révèle les formes. Anne a imaginé cet atelier il y a 3 ans. La jeune femme a pu bénéficier des faibles loyers accordés par la commune pour ouvrir son activité et relancer la vie locale. Il n'y avait plus du tout de commerce. C'était un village qui était complètement mort il y a encore 10 ans. Et là, maintenant, il y a 3 lieux de restauration, 10 ateliers d'artistes. Donc il y a une nouvelle dynamique qui est en train d'aboutir. Ce à quoi je suis sensible, c'est au fait qu'il y a de jeunes gens qui viennent dans notre campagne un petit peu reculée. Et voilà, de gens qui ont envie de vivre ici, de faire quelque chose ici. Et ça, évidemment, ça participe grandement à la qualité de vie qu'on a sur le canton. J'ai l'impression que c'est des villages qui sont dynamiques, quoi. Armelle termine sa journée dans un site sauvage et secret. À 11 km de Calian, elle va descendre dans les gorges de la Siagne. Les gorges sont vraiment profondes. Et là, juste en face de nous, c'est Saint-Césaire, derrière les arbres là. Et les gorges marquent la limite entre le Var de notre côté et les Alpes-Maritimes du côté opposé. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment rien du tout ici, que c'est tout perdu, qu'on est au milieu de la nature. Et on se rend compte en regardant bien qu'il y a des traces de culture et d'activités agricoles bien prégnantes. Il y a beaucoup d'oliveraies, vraiment au milieu de la forêt. Des cultures en restanque, parce qu'évidemment les pentes sont abruptes là. Au fond des gorges, la Siagne est un petit fleuve long de 42 km. Tout au long de son parcours, il a créé des falaises abruptes. Là du coup, maintenant il y a vraiment les grands pans de falaises qui nous dominent. Ça m'impressionne vraiment beaucoup. J'ai presque plus le vertige en regardant les falaises depuis le bas qu'en les regardant depuis le haut. À la fin de la saison des roses, Armelle aime venir se ressourcer ici, sur les bords de la Siagne. Quand l'eau est moins haute en été, quand la Siagne est moins gonflée, on peut marcher vraiment longtemps et accéder à des endroits qui sont absolument pas accessibles ailleurs par les berges. Et oui, c'est magique, quoi. Puis évidemment, en été, il fait très chaud. Ici, on a l'eau, la fraîcheur, l'ombre des arbres, donc on y est vraiment très très bien. C'est un petit paradis. Il y a une diversité
diversité d'ambiance et de paysages ici qui doit être assez rare. Bon, c'est très vite la montagne, c'est très vite la mer. C'est vraiment au travers des chemins, des endroits un peu moins fréquentés qu'on découvre vraiment ce que c'est que la Provence, quoi. Faut vraiment pas hésiter à se laisser surprendre et emmener, faut se laisser perdre.